Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule vidéo de la session pour Corps humain 3. On entend bien sûr notre parcours avec le système endocrinien, mais comme je vous l'ai mentionné en classe, on va commencer par se faire quelques rappels concernant des concepts que vous connaissez déjà. Et je vous rappelle également que pour suivre le cours dans votre McKinley, vous avez toutes les images et l'information nécessaires au chapitre 17 de votre volume. Donc, deux choses clés à se rappeler que vous devriez déjà connaître. C'est peut-être loin dans votre coco, mais ça va être important de se le remémorer. Ce sont deux questions que je vous pose directement dans les notes de cours. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Essayez de formuler une réponse qui est la plus complète selon vous à l'aide de votre mémoire et à l'aide de votre volume. Et on s'en reparlera en classe tout simplement. Donc, première question, étant donné qu'on parle de système endocrinien, je vous demande qu'est-ce qu'une glande endocrine exactement? Vous devriez déjà avoir une bonne idée de ça. Et question de se remettre dedans, donc je vous propose une petite activité qui est de compléter tout simplement le tableau que vous avez en bas de la page 1 de vos notes de cours concernant 3 des hormones qu'on a vues durant le cours de Corps humain 1 en vous remémorant en fait les concepts d'homéostasie. Parlant d'homéostasie, je vous l'ai dit, c'est de loin le concept le plus important à comprendre pour le début de ce cours-ci, parce que c'est un terme qu'on va réutiliser à plusieurs saveurs. Et il va être important donc de se rappeler c'est quoi l'homéostasie et quels sont les éléments qui le composent. Je vous rappelle d'aller revoir vos notes de cours de Corps humain 1 pour vous remettre en situation que l'homéostasie contient un stimulus, un récepteur, un centre de régulation, un messager, un effecteur et une réponse. Associé à ça, associé à chacun de ces concepts-là, une petite définition. Remettez-les en situation telle qu'on l'a vu. Et évidemment, s'il y a quoi que ce soit, on s'en reparle durant la classe. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que l'homéostasie pouvait être vue comme une balance. Une balance qui va pencher d'un côté ou de l'autre. Et le but de l'homéostasie est toujours de remettre cette balance-là dans la bonne position. Sauf que, qu'est-ce qui peut se passer si je prends ceci, et là, attendez, on va essayer quelque chose. Si je prends notre balance peut donc se promener d'un côté à l'autre comme ça. Ici, pour une raison X, notre balance devient de cette façon. Qu'est-ce qui va se passer? Notre homéostasie va tenter de la replacer comme ceci graduellement par différents mécanismes. La question qu'on ne s'est pas encore posée, et de là les nouvelles notions, c'est qu'est-ce qui va empêcher l'homéostasie de se débalancer de l'autre côté au fur et à mesure qu'il y a replacement? À quel moment est-ce que le système, lorsqu'on va atteindre l'équilibre comme ceci, va dire « Wow, ok, c'est suffisant, on est replacé » et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle n'ira pas de l'autre côté? Donc, il faut qu'il y ait un équilibre à cette homéostasie-là. Et il existe des mécanismes donc, qui vont gérer ce qu'on appelle la rétroaction de l'homéostasie. Et des mécanismes qui gèrent l'homéostasie, il en existe de deux sortes. Il existe ce qu'on appelle de la rétroinhibition et de la rétroactivation. Donc, deux nouveaux termes pour vous. On va commencer par se mettre une définition et ensuite de ça, je vous donnerai un exemple concret pour vous les expliquer. Je commence avec la rétroinhibition et vous pouvez compléter vos notes de cours avec moi. La rétroinhibition, c'est quoi? C'est lorsque on va tendre à diminuer l'intensité de la réponse produite par l'effecteur lorsque la valeur de référence, elle est atteinte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends ma petite balance, lorsque on va replacer la balance, donc l'équilibre est atteint, on va diminuer l'intensité de la réponse pour éviter que notre mécanisme continue de l'autre côté comme ceci. Donc on va tendre à ce qu'il se replace et c'est ce qu'on appelle de la rétroinhibition. À l'inverse, la rétroactivation, elle va avoir pour effet d'amplifier l'intensité du mécanisme ou de la réponse produite par l'effecteur dans différentes situations. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que quand notre balance est déséquilibrée comme ceci, et que l'homéostasie tend à la replacer, au fur et à mesure qu'on va replacer, l'intensité de la réponse va augmenter, ce qui fait qu'on va accentuer le débalancement de l'autre côté pour l'accentuer à une valeur qui est quand même très très importante.
La question qu'on peut se poser, qui est très légitime, c'est à quoi ça sert de déséquilibrer l'homéostasie? Ben, je vous donnerai un exemple de ça sous peu. Je vous donne premièrement un exemple de rétroinhibition. Et c'est un exemple que vous connaissez parce que c'est le même exemple que j'ai utilisé en corps humain 1. C'est l'exemple de la température corporelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'exemple de la température corporelle? Ben, vous avez, première des choses, vous avez votre température qui est normalement autour de 37 degrés Celsius. Donc ça, c'est notre valeur d'équilibre. Et pour des raisons X, Y, ben, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, notre température corporelle peut se mettre à augmenter. Donc le stimulus, ici, va être l'augmentation de température, ce qui va tendre à déstabiliser notre balance d'un côté. Et ce qu'on a vu, entre autres avec la peau, le système tégumentaire, c'est qu'il y avait des mécanismes, par exemple au niveau de la sudation, de la vasodilatation, qui vont tendre à faire rediminuer donc, notre température dans le but de replacer notre balance comme elle était au départ pour éventuellement retomber à 37 degrés Celsius. Ça, c'est le mécanisme tel qu'on l'a vu avec les éléments, récepteurs, centres de régulation, effecteurs, etc. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Maintenant, qu'est-ce qui dit à l'organisme que quand on tend à faire diminuer la température corporelle par exemple la sudation, la vasodilatation, à quel moment est-ce que l'organisme va arrêter de faire de la vasodilatation ou de la sudation pour dire, ben, on est revenu à notre valeur qu'on voulait, on arrête. Faire de la rétroinhibition, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une diminution de la réponse produite, donc de nos fameuses réponses ici, dans le but de stopper le mécanisme et de retourner donc à la valeur de référence. La rétroinhibition, là, voyez ça, moi je vois toujours ça de cette façon-là, c'est comme si on avait un gros wow. Pourquoi wow? Ça veut dire que lorsque le mécanisme a replacé la température initiale, ben, il faut que ce mécanisme homéostatique-là fasse wow, on arrête le mécanisme, nous sommes revenus à la valeur de référence. Et quand un mécanisme a pour fonction, après avoir replacé l'équilibre, de dire « Wow, ça suffit, on l'arrête ici, notre mécanisme », c'est ce qu'on appelle de la rétroinhibition. Et dans ce cas-ci, ben, comment est-ce que ça se ferait? Ben, par exemple, et c'est pas important pour le cours en soi, ben, l'hypothalamus détecterait que la température revient dans les valeurs normales, stopperait les mécanismes de sudation et de vasodilatation, par exemple, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Notre température se stabiliserait à 37, d'où le « wow ». C'est la même chose qui se passerait si la température corporelle diminuerait et qu'on tendrait à l'augmenter par la vasoconstriction, les contractions musculaires, etc. Il faudrait éviter que la température monte trop haute de cette façon-là, par le même principe du wow ou de la rétroinhibition si vous préférez. Maintenant, qu'est-ce que de la rétroactivation? Je vous rappelle d'abord que la rétroactivation, c'est un mécanisme qui tend à amplifier la réponse et non pas à la diminuer, dans le but d'accentuer le déséquilibre. Et des mécanismes de rétroactivation, il n'en existe pas beaucoup dans votre corps. Je vous présente peut-être celui qui est le plus intéressant ici. C'est celui qui est relié aux contractions utérines lors de l'accouchement. Et on s'en reparlera un petit peu en classe parce qu'on va revoir l'hormone en question. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que les contractions de l'utérus poussent la tête de petit bébé dans le col. Ça, c'est quoi? C'est un phénomène qui va augmenter l'étirement du col, et l'étirement du col, ça va être donc notre stimulus. Donc, le col s'étire, c'est le changement au niveau de l'organisme. Et une fois qu'il va y avoir l'étirement du col, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un mécanisme qui va enclencher la libération d'une hormone par, là ici c'est écrit le cerveau, on verra plus en détail qu'est-ce qu'on entend par là. Donc le cerveau, qui est notre centre de régulation, qui va libérer une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'hormone en question va faire quoi? Va faire en sorte que les muscles de l'utérus vont se contracter dans le but d'éjecter petit bébé. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les muscles vont se contracter, petit bébé va appuyer plus fort sur la paroi de l'utérus. Si on serait en rétroinhibition, suite à ça, on dirait « Wow, c'est suffisant, bébé a assez appuyé ». Sauf qu'ici, regardez ce qui va se passer. C'est que comme petit bébé appuie plus fort sur le col de l'utérus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va
détecter une augmentation de l'étirement de l'utérus, qui va donc engendrer une libération de cytocine. Quand le cytocine va être libéré, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va y avoir une augmentation de la réponse, donc plus de contraction. S'il y a plus de contraction, il y a plus d'étirement de la paroi de l'utérus. Et plus d'étirement de la paroi de l'utérus engendre plus de cytocine. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, le mécanisme va se faire en boucle. Et la contraction va être de plus en plus puissante, étant donné que le mécanisme homéostatique ici ne dira pas « Wow, c'est assez ». Il va dire quoi? Il va dire « Go! Fais-en plus! » Donc, à ce moment-là, plus il y a de contraction, plus il y a de cytocine, plus il y a de cytocine, plus il y a de contraction. Et ça va tourner comme ça jusqu'à un certain moment, dans ce cas-ci, où petit bébé va être éjecté, et là, le mécanisme va prendre fin parce qu'il n'y aura plus de contraction du tout sur les parois de l'utérus. Donc, vous voyez que de cette façon-là, ici, le mécanisme s'amplifie de façon importante, d'où le go et non le wow de la rétroinhibition. Donc, vous avez ici deux beaux exemples de cela et on va réappliquer la rétroinhibition et la rétroactivation aux différents mécanismes qu'on va voir, nous, durant la session, autant les mécanismes endocriniens que les mécanismes nerveux. En espérant que vous comprenez bien la différence entre ça et ne vous inquiétez pas, on y revient et on se pratiquera.